le colloque du Caire. Lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, j'ai dit que je ne pouvais pas, sous prétexte qu'on écrit un ouvrage de portée mondiale, n'est-ce pas, m'exprimer par des euphémismes. Donc, il faut que toute la communauté scientifique se réunisse au Caire, qu'on débatte de cette question brûlante de l'origine africaine de l'Égypte et de l'origine nègre de l'Égypte, et que tous les savants et spécialistes qui ne sont pas d'accord viennent. Et qu'on les avertisse 2 ans à l'avance au moins, et qu'ils ne viennent pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. Je garantis la sérénité des débats, je garantis la courtoisie des débats, et du côté africain, je ne serai qu'avec 2 collaborateurs, 2 qui, comme moi, pouvaient lire les hiéroglyphes, les autres, je n'en avais pas besoin parce qu'ils ne pouvaient rien apporter. Et même, des historiens qui utilisent des ouvrages de seconde main sur cette question sont plus dangereux que ceux qui ne savent rien. Parce qu'ils se prononcent sur des questions qu'ils ne connaissent pas, et pour toutes sortes de raisons, ils peuvent faire plus de mal que de bien. Donc, nous n'étions que 2 finalement. Le 3e même a eu un empêchement. Et cela permettait d'élargir la délégation occidentale et de faire venir tous ceux qui le voulaient. L'Amérique était représentée par son département même d'égyptologie à Luxor. L'Égypte était représentée par la cohorte de ses savants sur place. La France était représentée par ses meilleurs égyptologues, le professeur Vercouter, Leclanc, qui sont tous académiciens maintenant, et Sonneron, qui était un des meilleurs pour la langue égyptienne, de Bonhomme. La Scandinavie était représentée par l'académicien Theo Soderberg, et ainsi de suite. Maintenant, à propos du colloque du Caire, ça a été un combat à armes courtoises, à la loyale, mais tout de même qui a permis de clarifier un certain nombre de points. Je vous lis quelques dépositions. À propos de la culture égyptienne, le professeur Vercouter rappelle que pour lui, l'Égypte est africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. Le professeur Leclanc est devenu académicien depuis. Il est le plus jeune membre de l'Institut. Donc, le professeur Leclanc, lui, reconnaît ce même caractère africain à la civilisation égyptienne dans son tempérament et dans sa manière de penser. Si c'est la culture qui était en jeu, donc la cause est entendue. Il s'agissait de trouver la culture antérieure à laquelle il était légitime pour les Africains de rattacher leur culture actuelle. Cette question a été tranchée par les débats du Caire. En tout cas, voilà les dépositions de la bouche même de nos interlocuteurs, de ceux qui avaient été désignés pour discuter la question avec nous. Et le professeur Delis a rédigé ce rapport avec une objectivité digne d'éloge, il faut le dire. Mais dites-vous que ce rapport a été discuté point par point. Ce que je vous dis ici, c'est ce qui a été discuté en assemblée plénière du colloque et retenu comme le minimum sur lequel on était d'accord. Puisqu'il y a beaucoup de points de désaccord et vous lirez la totalité du rapport. Je vous lis seulement quelques points saillants. Il faudra lire l'ensemble pour avoir toutes les nuances. Alors, à propos de la linguistique, sur ce point, à la différence des précédents, l'accord entre les participants s'est révélé large. Les éléments du rapport du professeur Diop et le rapport du professeur Obenga ont été considérés comme très constructifs. Et le rapport continue. Contre l'affirmation du professeur Diop que l'égyptien n'est pas une langue sémitique, le professeur Abdallah rappelle que l'opinion inverse a été souvent exprimée. Et voici la déposition du professeur Sonneron, qui est le chef de file de l'égyptologie française, au bout de toutes ces discussions et après toutes les preuves que nous avions fournies au tableau. Je rappelle également, pour que vous compreniez bien le sens des phrases que je vais vous lire, que chaque fois que nous faisions une démonstration au tableau, Obenga et moi-même, nous insistions, je prenais soin d'insister sur la valeur de la méthode que nous appliquions. Et nous mettions l'érudition moderne au défi de montrer la moindre différence dans notre démarche scientifique. C'est-à-dire
de dire si nous appliquons les mêmes critères scientifiques dans nos démonstrations que ceux qu'ils ont appliqués pour démontrer l'existence de la famille indo-européenne. Et s'il s'est révélé que nous appliquons réellement les mêmes critères, il faut qu'ils le disent dans le rapport. Parce que on avait l'habitude, vous savez, l'expérience sert à quelque chose, on avait l'habitude toujours dans les discussions de salon de dire que c'est un assemblage de mots, que c'est des rencontres hasardeuses, etc., etc. Alors donc tout ceci pouvait être jugé autrement. Alors voilà donc le professeur Sonneron. Plus largement, le professeur Sonneron souligne l'intérêt de la méthode proposée par le professeur Obenga après le professeur Diop. L'égyptien est une langue stable durant au moins 4500 ans. L'Égypte étant placée au point de convergence d'influence extérieure, il est normal que les emprunts aient été faits à des langues étrangères, mais il s'agit de quelques centaines de racines sémitiques par rapport à plusieurs milliers de mots. L'égyptien ne peut être isolé de son contexte africain et le sémitique ne rend pas compte de sa naissance. Il est donc légitime de lui trouver des parents ou des cousins en Afrique. C'est le professeur Sonneron. Vous voyez donc que l'égyptologie a pris le virage de la façon la plus officielle. Et voici la conclusion générale du rapport. La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions.